des purges au sein des élites engagées à l'occasion de la transition dynastique ont poussé le régime à entendre et moderniser ses camps de prisonniers. Le ministre de la Défense n'entend pas répondre à la demande des ravisseurs des Français capturés au Cameroun qui exigent la libération des djihadistes détenus. Un projectile a explosé mardi au sud de l'État hébreu sans faire de blessés bien heureusement. Ce tir revendiqué par un groupe lié au Fatah du président palestinien est le premier depuis l'opération israélienne de novembre. L'accident de la montgolfière à Luxor intervient alors que depuis la chute de l'ancien régime, plusieurs catastrophes se sont produites, évidemment à cause d'un manque d'entretien des infrastructures. Il risque aussi d'aggraver l'image négative du tourisme en Égypte. Lancé lundi après-midi par une fusée indienne, le satellite franco-indien va révolutionner l'océanographie. À son bord, un altimètre de nouvelle génération 2013 va évidemment mesurer la hauteur des eaux et des glaces avec une précision inégalée. Un géologue français a mis à jour un tunnel de 177 mètres de long, dont notamment qui attribuait la paternité à Thalès. Les accidents cardiovasculaires sont dus à la deuxième cause de problèmes en altitude. La suite de notre reportage des singes du Maroc et du Japon, ce sera tout à l'heure dans le Grand News. Et que pense Joseph Cabri de l'actualité du jour? Il nous en dira plus de son point dans le Grand News et notamment avec son zapping du sport. C'est le premier accident grave qui concerne des touristes depuis la chute de Hosni Moubarak en février 2011. Mais depuis quelques mois, des drames de ce genre se multiplient. En Égypte par exemple, en novembre dernier, un bus scolaire entrait en collision avec un train. Donc à Séoul dans le sud du pays. Dans le plus grand secret, le goulag nord-coréen entame une grande mutation. Il fait peau neuve donc et s'agrandit. De nouvelles images satellites inédites lèvent un coin de voile masquant le système concentrationnaire au régime le plus fermé au monde. La France refuse de céder à la pression des islamistes de Boko Haram alors qu'ils détiennent toujours en captivité une famille française enlevée au Cameroun il y a quelques semaines. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé ce matin donc que Paris ne négociait pas sur ces bases-là avec ce groupe-là. Je vous propose d'écouter le ministre de la Défense. On ne peut pas peser. On ne négocie pas sur ces bases-là, avec ces groupes-là. Donc nous utiliserons tous les moyens possibles pour assurer la libération des otages, que ce soit ceux-là ou les autres, c'est ce que nous faisons. Mais on ne joue pas à ce jeu de surenchère, parce que ça, c'est le terrorisme. La fusée indienne PLS VC-20, mise en orbite lundi après-midi, pas moins de 7 petits satellites après un décollage bien réussi, 13h30 heure française, depuis le pas de tir de Satish Dhawan, situé sur une île au large des côtes méridionales indiennes. Je viens d'explorer un incroyable souterrain en Turquie. Il s'agit d'un ouvrage de dérivation d'un fleuve majeur pour y aménager un gué et permettre son franchissement. Les accidents cardiaques sont principalement liés donc aux efforts fournis par un froid chez les vacanciers par exemple, qui peuvent être nés des facteurs de risque, tabagisme, sédentarité, diabète, hypertension et évidemment excès de mauvais cholestérol, selon le réseau d'urgence des médecins des montagnes dans les Alpes-Maritimes. Et les interventions des médecins des urgences dans les stations de ski sont pour moitié dues de la traumatologie et pour un quart liés à des accidents cardiovasculaires. Voilà, et tout de suite je vous propose la suite de notre reportage consacré aux singes du Maroc et aux singes du Japon. Regardez. Il faut croire que la tension générée par ces chamailleries est contagieuse, car voilà que des mâles adultes commencent à s'énerver. Un mâle doit jouer plusieurs cartes pour arriver au sommet. La ruse, pour tisser des alliances avec d'autres mâles, la manipulation et au besoin l'agressivité, afin de faire progresser sa carrière. Cela ressemble à s'y méprendre à de la politique.
Il arrive aussi que des querelles éclatent entre les guenons, même si la place de chacune dans la hiérarchie est plus clairement établie que chez les mâles. L'enjeu de la dispute est bien souvent un petit. Une fois assis en haut de l'échelle sociale, un mâle dominant bénéficie de tous les avantages. Nourriture à foison, femelle à gogo et nombre dépouilleurs et dépouilleuses aux petits soins pour lui. En contrepartie, il assure la protection des petits. Tout ce réseau d'arrangements, d'amitié et de rapports de force exige un système de communication assez pointu. Des cris, des mimiques, des postures. Entre autres, celle-ci, la présentation. Exposer à l'autre son derrière peut être aussi bien une invite sexuelle qu'une manière d'apaiser un conflit ou d'affirmer une position hiérarchique, tout comme l'épouillage. Les champions dans ce domaine sont sans conteste les magots du Maroc. Toutes les combinaisons, toutes les figures de style sont possibles, pourvu que l'on observe les règles de partage et de réciprocité. Les magots n'épouillent jamais à la va-vite. Ils y mettent un zèle quasi religieux. Chacun à son tour présente complaisamment n'importe quelle partie de son anatomie au toiletteur, qui en déloge les peaux mortes, les tiques, les poux et autres suceurs de sang. Le moindre centimètre carré de peau sera passé au crible. Chercher la petite bête devient vite une obsession. Et dès qu'on parle de poux, non seulement l'épouillage sert de ciment social, mais il va même indirectement jusqu'à favoriser la fécondité. Des études montrent que se faire toiletter entraîne chez le bénéficiaire la synthèse de l'hormone du bonheur, une endorphine qui apaise le stress, et que, moins stressées, les femelles sont plus aptes à procréer. Les magots mâles s'occupent des bébés bien plus intensément que les autres singes. On en voit communément se réunir, comme ici, autour d'un petit avec lequel ils ont un lien de parenté, dans une sorte d'adoration qui se traduit par de curieuses mimiques. Autre cas de figure. Cette fois, aucun lien de parenté entre le petit et les deux adultes. Ces derniers sont à couteau tiré. Et ce bébé va leur servir à faire la paix. Grâce à lui, le conflit sera désamorcé. Le jeune magot est vraiment un individu à part entière. Et ce, dès les premiers jours de son existence. Pour cela, il faut un moyen de l'identifier. En le flairant sous toutes les coutures, les membres de la troupe se constituent une véritable carte d'identité olfactive du petit.
Les bras les plus douillets restent quand même ceux de la maman. 2 mois d'allaitement, c'est la règle. Ensuite, même si le petit mange comme les grands, il a le droit de tétouiller jusqu'à l'arrivée de la portée suivante, soit environ 1 an plus tard. Chez les macaques et les cercopithèques en général, le couple mère-enfant n'est jamais isolé. Chaque petit magot a pour parent l'ensemble du groupe, qui veille jalousement sur lui comme sur un trésor. Il n'en est pas du tout de même chez les orang-outans, les plus solitaires de tous les grands singes. Il n'y a de place pour personne entre la mère et son bébé. Leur relation fusionnelle s'explique. Pour la survie de leur espèce, les orang-outans ont adopté une stratégie, misant tout sur quelques petits, bien soignés et bien portants, ce qui suppose une attention continuelle. 1,5 kg à la naissance, le double à 6 mois, et à son premier anniversaire, il atteindra environ 7 kg. Pour apprendre à devenir grand, résistant, autonome, le petit a besoin de 7 ans. Il n'y a qu'une chose qu'il sache faire à la naissance, mais une chose essentielle, s'agripper des mains et des pieds au pelage de sa mère. Les lois de l'équilibre, le bébé orang-outan les découvre d'abord en tant que passager, lors des grandes traversées de la canopée. Pourvu qu'il se cramponne de ses 4 mains à la fourrure de sa mère, tout se passera bien. Chaque femelle dispose d'un territoire de plusieurs kilomètres carrés, où elle vit avec son bébé et parfois son précédent rejeton. Elle en a un environ tous les 4 ans, tous les 8 ans pour certaines. Les rencontres sont rares et se soldent d'ordinaire par quelques grimaces de crainte. Après ces longs mois passés à califourchon sur sa maman, le jeune est pris vers 2 ou 3 ans d'une envie folle d'explorer par lui-même les jeux d'équilibre et de voltige. Il lui faudra s'initier aussi, mais c'est pour bien plus tard, au jeu de l'amour. Les orang-outans s'y impliquent avec une intensité que l'on ne retrouve chez aucun autre animal connu. Ce mâle ne semble guère pressé d'arriver à son rendez-vous amoureux. Pourquoi abandonner sa nonchalance coutumière? Il a même décidé de laisser sa partenaire le rejoindre.
Une réelle inventivité dans les jeux érotiques, servie par une souplesse permettant toutes les fantaisies. L'évolution leur a donné 4 mains pour circuler à leur aise dans les arbres. Mais ces mains peuvent faire bien d'autres choses. Les orang-outans s'en servent beaucoup dans leurs ébats, et de leur bouche aussi. Les macaques du Japon gardent la sensualité pour les bains. Eux s'accouplent brièvement, mais souvent. C'est indispensable pour déclencher l'ovulation. De toute façon, les préliminaires sont moins utiles puisque les partenaires se connaissent parfaitement. Quand une femelle est en chaleur, ce qui est visible à la rougeur de son arrière-train, les mâles dominants l'honorent chacun à leur tour. Les conflits surviennent quand les jeunes mâles qui gravitent autour du groupe veulent tricher et s'accoupler furtivement avec ces femelles disponibles. Tant d'excitation incite les mâles juvéniles à tenter eux aussi leur chance. Plus les rapports sociaux sont complexes, plus les choses se corsent. Reprenons le chemin du Masai Mara pour observer les amours des babouins. Ils obéissent à toutes sortes de codes incontournables. S'il a des vues sur une guenon, un mâle doit d'abord se faire apprécier comme compagnon pendant un certain temps. Alors seulement, celle-ci lui donnera la préférence quand elle sera en chaleur. C'est encore plus difficile pour un nouveau venu dans la troupe. Même s'il a fait sa cour dans les règles, en se montrant attentionné envers le rejeton de celle qu'il convoite, la guenon peut le faire languir pendant des semaines. En plus, il y a les mâles dominants, solidement établis qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de concurrents plus jeunes. Contrairement aux femelles qui réaffirment régulièrement leur statut par des gestes et des postures, les mâles ont des rapports hiérarchiques moins stables. Et quand les guenons sont en chaleur, les bagarres entre rivaux se multiplient. Ce pugilat a désorganisé et affolé toute la colonie. Même les mâles dominants s'inquiètent de voir leurs troupes se disperser dans toutes les directions. Les orang-outans n'ont pas besoin d'autant d'agitation pour assurer leur avenir. Sans trop avoir à se battre avec ses rivaux, le mâle adulte développe un domaine d'influence, jouxtant les territoires de plusieurs femelles qu'il féconde quand il les sait disponibles.
Pour lui, perpétuer l'espèce se limite à ça. Tout le reste incombe à la femelle. C'est elle qui veille sur le bébé et lui dispense 6 ans d'une patiente éducation. Comment construire chaque soir son nid dans la canopée? Comment identifier les quelques 300 sources de nourriture possibles? Ou trouver les bons arbres à l'instant parfait de leur mûrissage? Les orang-outans sont parfaitement adaptés à leur environnement, mais celui-ci n'est plus aussi sûr qu'autrefois. Que deviendront ces grands singes lorsque leurs forêts terriblement menacées à Bornéo auront disparu? Une année a passé dans notre tribu de macaques du Japon qui s'est enrichie de 6 individus. L'hiver est revenu sur l'île de Honshu. Il est temps d'aller se réchauffer aux sources fumantes. Les adolescents sont bien les seuls à se réjouir du retour de la neige, qui de nouveau va poser à tout le groupe des problèmes pour se nourrir. Les nouveau-nés, eux, découvrent un monde tout différent de celui où ils ont vu le jour. Ce tapis blanc qui semble si froid. Heureusement qu'ils n'ont pas à mettre pied à terre. En attendant les fruits, les fleurs et les champignons qui reviendront au printemps, les macaques de l'île de Honshu se contentent de leur régime de survie. Heureusement, la rivière qui traverse le territoire de cette troupe héberge quelques mollusques que les macaques iront pêcher en aval dans les eaux plus calmes. Les jeunes passent leur temps à gambader et à se faire des niches. Et dans leur chamaillerie se glissent parfois des simulacres d'accouplement, moyen classique d'apaiser les conflits. Les regards méditatifs des macaques des neiges, leurs longues étreintes, résument en peu d'images notre parenté avec les grands singes. C'est l'un d'eux que des chercheurs ont surpris voilà 40 ans au sud du Japon à laver des patates douces dans l'océan pour les manger. Son exemple fut suivi par d'autres membres de la tribu et perpétué au fil des années. On a alors avancé le terme de culture animale, qui dérange encore beaucoup, puisqu'il sous-entend que nous n'aurions pas le monopole de la culture. À la lumière des dernières recherches, on découvre que les primates ne sont plus des caricatures des humains, mais bien des membres à part entière de notre famille, avec leurs particularités et leur dignité. D'ailleurs, au Japon, on fait preuve d'une grande humilité. Voilà, magnifique reportage donc, et tout de suite on va accueillir Joseph Cabri pour sa chronique The Zapping générique. Voilà, nous sommes à présent en plateau avec Joseph Cabri, l'irremplaçable, l'unique. Joseph, bonsoir. Bonsoir, monsieur John Arnaud. Ah, Très heureux de pouvoir vous retrouver après ce très très long week-end. ah bah la même. Alors hier, qu'avez-vous regardé à la télé? Hier soir, à la télévision, j'ai regardé en toute première partie le téléfilm de Joséphine Ange Gardien, d'autant plus que c'était un inédit. Et en deuxième partie du programme, j'ai regardé une séquence crime sur Énergie 12 avec monsieur Morandini. J'aime beaucoup, monsieur Morandini. Il est unique. Oui, moi aussi, j'aime bien regarder le soir. D'ailleurs, c'est ce que je regarde le soir de 19h à 20h. Et après, lorsqu'il fait des trucs de crime comme ça, j'aime bien. Parce que j'aime bien lorsqu'on retrouve l'assassin et
et pour voir comment il a été retrouvé et à ce qu'il a été condamné. Parce qu'il y a des émissions de crime comme avec le fils Patrick Poivre d'Arvor. Voilà, tout à fait. C'est Et là, Arnaud Poivre. malheureusement, on n'arrive pas à la fin. Et ça, j'aime moins regarder. J'aime bien quand on trouve le coupable et qu'il est puni. Voilà. Mais est-ce que quand par exemple il est minuit, 1 heure et que vous regardez des trucs de crime, d'assassinat, ça vous met pas un petit peu des frissons dans le dos? Oh, ça m'arrive de regarder à partir de minuit, des fois, quand il n'y a rien d'autre à la télé, de regarder des trucs de crime comme ça m'arrive. Ou sinon, des fois, je regarde souvent, là, c'est la rediff de Touche pas mon poste de avec Cyril Hanouna, pardon. Mais ça vous met pas des frissons dans le dos? De regarder les trucs de crime. Oui, la nuit. Au départ, un petit peu, oui, parce que parfois on rentre dans le sujet et on s'imagine que c'est un peu nous la victime, quoi. On ressent, si vous voulez, on ressent ce qu'a pu ressentir la victime. Alors Joseph, Mais après, il y a un moment de soulagement lorsque le coupable a été retrouvé et été puni quand même. je vous dis ça Joseph parce que je vous dis ça Joseph parce qu'hier j'ai effectivement aussi regardé Crime. Hier soir, je disais, je vous dis ça parce qu'hier soir j'ai aussi regardé Crime. Ah, d'accord, très bien. Et alors, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, ça m'a mis des frissons dans le dos. Hein. Ah oui, oui, mais vous êtes un petit peu jeune aussi, c'est normal. Hein. Alors j'en viens à cet accident de montgolfière en Égypte. Alors que depuis la chute de l'Ancien Régime, plusieurs catastrophes se sont produites. Mais est-ce que tout ça, d'après vous, c'est normal? L'accident de montgolfière. C'est normal. Non, normalement, tout ce qui est accident comme ça ne devrait pas être normal. Normalement, non, c'est pas normal. Mais est-ce que par crise, est-ce que par économie, on ne paie pas des personnes à vérifier si tout marche bien, si tout fonctionne bien, pour raison budgétaire? Ça, c'est fort possible aussi. Et parfois, il arrive ce qui est arrivé avec cette montgolfière, malheureusement. Mais c'est grave, hein? Mais c'est grave. Ah, c'est très très grave, oui. C'est très très grave. Vous le savez peut-être, Joseph, le ministre de la Défense n'entend pas répondre à la demande des ravisseurs français. Vous savez, les Français qui ont été capturés au Cameroun, eh bien, le ministre de la Défense n'entend pas répondre à cette demande. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. De toute manière, les otages, on sait très bien comment cela se passe, on sait très bien que le gouvernement français va payer la rançon que les autres vont demander, vont essayer bien sûr de payer le moins possible, ça c'est évident, mais voilà quoi. Et puis comme je vous ai dit la dernière fois, c'est la première fois et c'est très très rare où on enlève des enfants par la même occasion aussi. D'habitude on a toujours enlevé soit des journalistes ou soit des personnes adultes, mais c'est très très rare qu'on enlève des enfants. Donc là il faut redoubler d'encore plus de vigilance. Donc c'est pas normal, hein? Voilà. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Bien sûr que non, c'est pas normal. Mais comme maintenant les ravisseurs savent que de toute manière le gouvernement français paye à chaque fois, donc il arrive parfois, lorsque c'est bien organisé, il arrive ce qu'il arrive. Voilà, on enlève des personnes et on demande du pognon, et puis voilà. Quoi. Alors Joseph, les accidents cardiovasculaires sont la deuxième cause de problèmes en altitude. On peut souvent avoir des crises cardiaques quand on fait un effort dans le froid. Effort physique. Ah, les crises cardiaques, c'est très. Ça arrive malheureusement très souvent, quoi. Hein. D'ailleurs, je vais rendre, si vous me le permettez, un petit hommage à un imitateur aussi qui s'appelait Frédéric Lepont, qui était un imitateur, mais qui était plus spécialisé dans les dames, c'est-à-dire qu'il imitait beaucoup de chanteuses, Dalida, par dont exemple. mon idole Dalida, Barbara, Christine O'Krent, Marie Laforêt, etc., et qui est malheureusement décédé lundi, justement, à cause d'une crise cardiaque à 47 ans. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas d'âge parfois pour partir malheureusement d'une crise cardiaque. Par exemple, est-ce que par exemple à 18 ans ou 17 ans même on peut avoir une crise cardiaque? Ça peut arriver, c'est très rare, c'est très très rare. On va dire c'est plus dans la rareté,
Mais malheureusement, ça peut arriver. Vous savez, il y a des enfants qui naissent malades du cœur. D'ailleurs, j'ai été moi-même malade du cœur et je fus un des premiers à être opéré à cœur ouvert en 1975 à Marseille. Ah oui. Et je suis né avec une malformation cardiaque. Donc, il n'y a pas d'âge. Et vous fumez? Comment? Je parie que vous fumez. Ah, si je fume? Oui. Oui, je fume 2 ou 3 cigarettes dans la soirée, mais pas dans la journée. Dans la journée, la cigarette ne me manque pas. Mais c'est vrai que j'aime bien, lorsque je regarde un bon film, me fumer une bonne petite cigarette, quoi. Mais je ne suis pas un gros fumeur, hein. Vous savez, un paquet me fait la semaine. Et encore, pour moins fumer, d'ailleurs, ça a réussi parce que je fume que 2 cigarettes et je fume maintenant des roulés. D'accord. Voilà, et on se retrouve demain, même lieu, même heure, même chaîne, même endroit. Merci de votre confiance, très belle soirée.